Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette deuxième vidéo traitant la deuxième partie de la fiche numéro 8. C'est toujours avec vous, votre serviteur, Benoît Jean-Samuel, professeur à l'Université publique du Sud-Est à Jacmel. Dans la vidéo précédente, nous avons passé en revue les différentes facettes des items à choix multiples. Il faut dire que l'item à choix multiples représente, du moins constitue, la première forme d'item. Aujourd'hui, nous allons étudier les autres formes d'item. Tout d'abord, voyons la deuxième forme qui est l'item de type réarrangement. Par définition, une question à réarrangement est une question à laquelle l'étudiant répond en plaçant des éléments dans un ordre prescrit. Par exemple, on peut donner aux élèves une liste d'événements historiques et on demande aux élèves d'arranger ces événements dans l'ordre chronologique. Là, il s'agit d'un item de type réarrangement. Vous qui travaillez aussi avec les tout-petits, quelquefois en mathématiques, particulièrement en énumération, on peut donner une liste de nombres en désordre et vous demander aux enfants de mettre dans l'ordre croissant ou bien dans l'ordre décroissant ces nombres-là. Donc là encore, il s'agit d'un item de type réarrangement. Maintenant, pour la troisième forme, il s'agit de l'item de type appariement. Là, ce concept paraît un peu nouveau. Mais c'est exactement la même chose quand on dit, je dirais de manière vulgaire, les exercices de relier par flèche. C'est exactement la même chose. Dans un item de type appariement, il y a généralement deux colonnes. Une colonne A dans laquelle se trouvent les énoncés et une colonne B. Là-dedans, on retrouve les réponses. Et bien sûr, l'apprenant a pour devoir de relier les éléments de la colonne A à leur correspondance dans la colonne B. Il faut dire que ce type d'item demande plus de temps que l'item à choix multiples ou bien l'item de type vrai ou faux. Avant d'aller plus loin, je dois vous donner quelques consignes de rédaction de ce genre d'item. Premièrement, il faut préférer des listes pas trop longues de réponses. Par exemple, dans la boîte, disons, dans la boîte dans laquelle on va mettre les énoncés, on peut mettre environ 5-6 énoncés. Mais il ne faut pas mettre 10-12 énoncés et comme ça devient encombrant. Deuxième règle, prévoyez plus de réponses que d'énoncés. Par exemple, si on a donné 3 énoncés de la colonne A et 3 réponses de la colonne B. Et comme ça, l'enfant, il connaît 2 réponses. Automatiquement, il va relier la 3e réponse au 3e énoncé. Mais si dans la colonne A, on donne 3 énoncés et dans la colonne B, on donne 4 réponses, après avoir relié les 2 premiers énoncés, l'enfant doit user de sa structure cognitive justement pour pouvoir trouver la réponse qui correspond à l'énoncé. L'autre forme, c'est la 4e forme, c'est l'item de type vrai ou faux. Un item de type vrai ou faux est un item auquel l'étudiant répond en sélectionnant l'énoncé, si l'énoncé est vrai ou faux. Répondez par vrai ou faux aux énoncés suivants. Ça, c'est un item de type vrai ou faux. Mais il faut dire que dans le supérieur, on demande habituellement à l'étudiant de justifier sa réponse ou de corriger l'énoncé. Donc cela pour ainsi dire, dans l'item de type vrai ou faux, il y a premièrement la forme justifiée et deuxièmement, il y a la forme corrigée. Dans la forme justifiée,
C'est-à-dire, si on choisit vrai, on va justifier la réponse. Si on choisit faux, on va encore justifier la réponse. Là, je vais vous donner un exemple tiré d'un cours de chimie. Par exemple, on a dit l'acide sulfurique de formule chimique H2SO4 est un monoacide. Là, on vous demande de répondre par vrai ou par faux. La réponse est fausse. Maintenant, on doit justifier. Pour justifier, dans ce cas, on peut dire, par définition, un monoacide, c'est un acide qui ne renferme que seul atome d'hydrogène dans sa molécule. Étant donné que dans l'acide sulfurique, il y a 2 atomes d'hydrogène, il ne serait en aucun cas un monoacide, mais plutôt un biacide ou un diacide. Là, le professeur va vous donner la note à cœur joyeux parce qu'il voit qu'il ne s'agit pas d'un hasard. Donc là, l'apprenant connaît pourquoi il fait son choix. Il y a aussi la forme corrigée. Là, on vous donne la question, l'item de type vrai ou faux, et puis on vous dit si l'énoncé est faux, vous corrigez. Je vais vous donner un exemple tiré d'un cours de physique. La température du corps humain à l'état normal est 24 degrés Celsius. On vous demande de répondre par vrai ou par faux. La réponse est fausse. Maintenant corrigé, eh bien, on met tout simplement c'est 37 degrés Celsius. La 5e forme, c'est l'item à choix alternatif. L'item à choix alternatif est en fait une version de l'item à choix multiple, mais avec un choix réduit de réponses. Généralement, les 2 réponses proposées sont en opposition. On choisit ce genre d'item quand il est difficile de trouver suffisamment de leurres significatives, c'est-à-dire de mauvaises réponses, pour faire un choix multiple conventionnel. Je vais vous donner un exemple, tiré d'un cours de physique. Si on augmente le volume d'un gaz, alors sa pression, petit a, diminue, petit b, augmente. Là, vous voyez, il n'y a que 2 choix de réponse. Et ensuite, les réponses sont en opposition. Si l'une c'est à droite, l'autre c'est à gauche. Si l'une des réponses c'est monter, l'autre c'est descendre. Dans ce cas, vous voyez, diminue, augmente. Donc, ce type d'item, c'est une version de l'item à choix multiple, mais on l'appelle item à choix alternatif. Maintenant, abordons les items à réponse construite. Dans les items à réponse construite, l'étudiant doit formuler une réponse. Comment rédiger les questions à réponse construite élaborées? Il faut dire qu'il existe 2 formes de questions ouvertes à réponse élaborée. La première forme, c'est de type rédaction simple, et la deuxième, c'est de type rédaction complexe. Voyons les 2 formes. Question à réponse élaborée de type rédaction simple, par définition, c'est une question à laquelle l'étudiant répond en rédigeant un court texte. Habituellement, elle vise à évaluer la compréhension qu'ont les étudiants de la matière. Elle comprend généralement un énoncé ou une tâche. Il s'agit de ce que doit faire l'étudiant et ensuite une consigne de réalisation. Là, vous avez un exemple tiré d'un cours d'histoire. Donner 2 causes et 2 conséquences de la guerre du Golfe. Ça, c'est la tâche. Chacune des causes et des conséquences doit être expliquée en 50 mots environ. Ça, c'est la consigne de réalisation. Et à partir de cet exemple de questions à réponse élaborée, on peut faire ressortir quelques règles de rédaction de ce type de questions. Premièrement,
décrire la tâche à accomplir, de préférence avec un verbe d'action. Voyez, par exemple, expliquer, dresser, lister. Là, ce sont des verbes d'action. Préciser les conditions particulières dans la consigne si nécessaire. Par exemple, citer 3 raisons, citer 3 causes. Rédiger en 200 mots. Là, ce sont des conditions particulières. On doit les préciser. S'assurer que la question est en lien avec un objectif de votre cours et qu'elle porte sur des notions essentielles. Ça, c'est important. Il faut que la question soit en lien avec l'objectif fixé. Là, il s'agit de la congruence, ce que nous avons parlé déjà de la première vidéo. La congruence, il faut qu'il y ait lien entre le verbe de l'item et celui se trouvant dans l'objectif fixé. Formuler la question de manière précise et claire. La deuxième forme, c'est la question à réponse élaborée de type rédaction complexe. Là, il s'agit d'une question qui demande à l'étudiant de rédiger un texte bien structuré. Tout à l'heure, c'était un court texte. Maintenant, c'est un texte bien structuré. Elle permet d'évaluer les capacités de rédaction, d'analyse, d'argumentation ou de synthèse des étudiants. Elle peut comprendre les éléments suivants. Une mise en situation, la question, des consignes de réalisation et des critères de correction. Là, je vais vous donner un exemple tiré d'un cours évaluation des apprentissages. C'est exactement cet exercice que je vous avais donné lors des examens d'intra. Vos collègues enseignants refusent d'avoir recours à l'évaluation formative dans leur enseignement sous prétexte qu'ils n'ont pas suivi de formation dans ce domaine et qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper de chacun de leurs étudiants. Ça, c'est la mise en situation. Vous devez leur expliquer en une page, environ 250 mots. Ça, c'est la consigne. Quelle est l'importance d'avoir recours à l'évaluation formative et pourquoi ils devraient changer d'avis? Maintenant, les critères de correction. Votre texte sera évalué sur la qualité et sur la force de votre argumentation, 30 points. Sur la structure de votre texte, plan, logique, l'organisation, 15 points. Sur la qualité du français, vocabulaire, structure, 5 points. Total, 50 points. Et puis le temps alloué, c'est 1 heure. Aucune documentation n'est permise. Là, il s'agit de la mise en situation, des consignes de réalisation et des critères de correction se trouvant dans l'item. Ça, c'est important. Maintenant, nous allons voir quelques règles de rédaction de ce type de question. On doit bien définir la tâche à réaliser et son ampleur. Écrire la question au niveau linguistique des étudiants. Ça, c'est important. On doit respecter le registre de langage des étudiants. Quand on donne la question, on écrit la question dans un registre de langage qui est familier aux étudiants. Troisièmement, construire la question de manière à ce que l'étudiant doive utiliser ses connaissances plutôt que de simplement répéter l'information acquise. Ah oui, c'est important. Donc, quand on construit la question, on fait en sorte que la question est construite de manière à ce que l'étudiant ne va pas utiliser les connaissances qu'il a par cœur, justement pour faire une sorte de restitution de ses connaissances dans une récitation de perroquet sur la feuille, et de préférence, l'étudiant va user de sa compréhension justement pour pouvoir répondre à la question. Là,
on laisse de côté le premier niveau de la taxonomie de Bloom pour toucher les autres niveaux. Si la question demande à l'étudiant de donner son opinion, assurez-vous de mettre l'accent sur la formulation de celle-ci et non sur l'opinion elle-même. Ça, c'est une question qui a été déjà débattue dans la première vidéo. Maintenant, comment rédiger des questions à réponse construite courte? Il existe deux formes de questions à réponse courte. Premièrement, de type question lacunaire. Deuxièmement, de type question quelques mots ou quelques phrases. Maintenant, pour les questions à réponse courte, de type lacunaire, là, il faut dire que la question à réponse courte de type lacunaire est une question à laquelle l'étudiant répond en complétant une ou des phrases. En complétant une ou des phrases. Là, nous avons un exemple tiré d'un cours Évaluation des apprentissages. Les deux parties, on vous demande de compléter là, les deux parties d'un item à choix multiple sont le et petit point. Donc, lorsqu'on dit les deux parties d'un item à choix multiple sont le, là, c'est le tronc de la question, et l'énumération des réponses possibles. Donc, vous voyez, on complète la phrase. Deuxième forme, c'est question à réponse courte de type quelques mots ou quelques phrases. La question à réponse courte de type quelques mots ou quelques phrases est une question à laquelle l'étudiant répond par quelques mots ou quelques phrases. L'item permet de vérifier la connaissance qu'a l'étudiant de la matière ainsi que sa compréhension. Là, nous avons un exemple tiré dans un cours en médecine. Écoutez bien, une femme de 60 ans est amenée à l'urgence de l'hôpital le plus près. On l'a trouvée inconsciente sur le trottoir. Après s'être assuré que sa respiration est adéquate, quelle est la première opération à faire? Là, il ne s'agit pas d'une question que l'apprenant va répondre directement oui ou non. Il y a une sorte d'élaboration. Donc normalement, moi je ne suis pas médecin, mais je peux essayer de répondre. Normalement, je pense que là on va répondre pour dire, bon, mais non, on doit d'abord prendre les signes vitaux, par exemple, mesurer le taux de glycémie, deuxièmement, prendre sa tension artérielle, et ensuite, pour pouvoir appliquer un sérum si le cas l'exige. Donc, en gros, il y a une petite élaboration. Maintenant, nous allons aborder un point important. C'est l'examen à livre ouvert. Est-il un bon choix de modalité d'évaluation? Il faut dire que plusieurs enseignants accordent une préférence à l'examen avec documentation qui permet de mettre en œuvre des niveaux plus élevés de réflexion. Par exemple, synthèse d'idées, traitement de cas ou de problèmes complexes, analyse de concepts. Il faut dire aussi que les étudiants, ils sont très contents quand ils connaissent qu'ils vont subir un examen à livre ouvert. Mais ce n'est pas vrai puisque les questions ne sont pas formulées de la même manière. Il n'y a pas de questions à choix multiples, il n'y a pas de questions de type vrai ou faux. Ce sont des questions, surtout des questions subjectives, qui demandent l'élaboration. Il faut dire que ceci exige des étudiants une préparation différente à l'examen ordinaire ou traditionnel. Non seulement doivent-ils bien connaître la matière, mais également pouvoir se retrouver facilement dans leurs ressources documentaires. Donc ça exige beaucoup. Maintenant, comment présenter les questions de l'examen? Les questions à choix de réponse doivent se porter sur les deux premiers niveaux, connaissance, compréhension. Les questions à développement court sur ces trois niveaux-là, compréhension, application, analyse. Les questions à développement long sur les trois derniers niveaux de la taxonomie de Bloom, analyse, synthèse, évaluation. On doit indiquer les directrices, les directives ou bien les consignes particulières à chaque regroupement de questions. Là, il faut dire que les professeurs de maths et de physique, quelquefois, ils donnent des exercices
à résoudre aux apprenants, il ne faut que mettre les exercices dans la feuille, sans consigne. Ça, c'est un problème. Il faut préciser, on doit préciser les consignes. Par exemple, on peut donner 3 exercices, et puis, comme consigne, on dit, résolvez 2 de ces 3 exercices. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est une consigne. Donc, on doit toujours préciser les consignes. On doit commencer par les questions les plus faciles, qui donnent confiance. Vous voyez? Dans un examen, ce n'est pas important de commencer avec les questions les plus difficiles. On commence avec les questions les plus faciles, par exemple, les questions à choix multiples, les questions de type vrai ou faux, et comme ça, l'enfant prend confiance et il peut continuer à affronter l'examen. Mais si on commence avec la question la plus difficile, comme ça, il peut dire, ah bon, moi je vais remettre la feuille, je ne peux pas continuer, je ne peux plus continuer, je vais remettre la feuille. Indiquer le nombre de points alloués à chaque question. Il faut pondérer la question. Si l'enfant a gagné une question, et comme ça, il connaît déjà quelle note il a, il peut commencer à comptabiliser ses notes. Pensez à rédiger quelques questions après chaque séance de cours sur la matière abordée. Oui, ça c'est important, surtout après dans l'évaluation formative qui se fait après chaque séance. Il y a un ensemble de questions et comme ça, on a une banque de questions. Quand on va réaliser l'évaluation sommative, on a une banque de questions dans laquelle on peut trouver les questions. Maintenant, quelles sont les informations communiquées aux étudiants? Selon Hadji, l'évaluation est un acte qui s'inscrit dans un processus général de communication. Il faut donc accorder une grande attention au message qu'on livre aux étudiants. Le discours devrait s'organiser pour être accessible, prendre du sens dans l'esprit des étudiants et être utile. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit communiquer aux étudiants avant la situation d'évaluation? On doit préciser le moment et le lieu d'évaluation. Oui, les apprenants doivent être au courant du moment d'évaluation et du lieu. Préciser à quel niveau, sur quel objectif d'apprentissage et sur quel élément de contenu portera l'évaluation. On peut préciser tout ça pour les apprenants. Bon, vous allez, alors, dans cette période, nous avons travaillé sur 20 éléments du contenu, mais dans l'examen, on va s'éterniser seulement sur 15. Voici donc ces éléments. On avait vu 7 objectifs, on va s'éterniser sur 5. Voici donc les objectifs. Donc comme ça, on aide les étudiants à mieux préparer l'évaluation. Préciser le format de l'examen et fournir des exemples de questions d'examen antérieures. On peut dire aux apprenants, bon, voilà, dans cet examen, je vais vous donner 5 questions de type à compléter, 10 questions de type vrai ou faux. Et je vais donner également 3 questions subjectives. Donc, on peut préciser le format de l'examen pour les étudiants. Expliquer les critères d'évaluation des questions à développement et fournir des exemples d'années antérieures. Donc, comme vous avez vu tout à l'heure, on doit préciser les critères d'évaluation. Être clair quant au temps alloué. Donc là, si vous pouvez rédiger un exercice en 30 minutes, vous devez penser que les étudiants eux-mêmes, ils vont pouvoir faire ça peut-être en 2 heures de temps, 1 heure de temps et demie. Donc, quand vous donnez l'évaluation, vous ne devez pas penser directement aux étudiants les plus doués, mais vous devrez penser aussi aux étudiants moyens et aux étudiants les plus faibles. Parce que tous les apprenants n'ont pas le même rythme d'apprentissage, ils n'ont pas la même vitesse d'exécution. Préciser le matériel permis durant l'évaluation. Documentation, dictionnaire, calculatrice, notes de cours, etc. Revoir le règlement concernant l'absence à une évaluation. Par exemple, à l'UPSEJ, dans le démarrage même de mon cours, j'avais dit que quand je donne un travail en groupe, si par malheur, un étudiant qui a rédigé le travail en groupe ne peut pas être là lors de la présentation, et comme ça, je vais donner les 2 tiers de la note du groupe à l'étudiant qui ne se présente pas lors de la présentation. Donc, on doit poser, disons, toutes ces conditions à la base.
expliquer le soutien à l'apprentissage possible. Révision classe, heures supplémentaires de disponibilité, aide auprès des auxiliaires d'enseignement. Donc là, avant l'évaluation, si vous voyez il y a des apprenants qui ne sont pas à même pour rédiger, pour faire l'évaluation, comme ça, vous pouvez donner un rendez-vous supplémentaire. Donc là, c'est vraiment un feedback positif. Et comme ça, vous travaillez avec ces apprenants-là de manière à ce qu'ils puissent travailler dans l'évaluation avec facilité. Suggérer des démarches d'études adaptées au cours. Comment apprendre les lectures, comment organiser ses notes aux fins d'apprentissage. Donc là, on est entré dans une démarche, ce que j'appelle une démarche métacognitive. Les enseignants doivent intégrer les démarches métacognitives des apprenants pour les aider à mieux assimiler, à mieux, disons, à étudier avec beaucoup plus de facilité les notions étudiées en classe. Encourager les étudiants à étudier en groupe et penser à quand et comment vous allez communiquer ces informations. Rassurez-moi, il y a des informations qu'on doit communiquer au démarrage du cours et il y a certaines informations qu'on doit communiquer aux étudiants avant l'examen. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette deuxième vidéo. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Au revoir, à une prochaine vidéo pour une autre fiche. C'est la fiche numéro 9 qui se porte sur un autre contenu. Merci, au revoir.